Beatles 28, you are clear for takeoff. Knots. Stop! Don't hammer the brakes. Don't hammer the brakes. 137 personnes sont à bord de cet avion de British Air Tours. En l'espace de quelques minutes, près de la moitié d'entre elles perdront la vie. Ça n'aurait jamais dû se produire. Evacuate! Evacuate! L'avion n'a même pas quitté la piste. Et pourtant, 55 personnes ont péri. Les enquêteurs doivent reconstituer les derniers moments à l'intérieur de la cabine, examiner les débris et analyser les données des enregistreurs de vol. Ils demanderont la collaboration d'un psychologue afin de comprendre comment une situation d'urgence survivable a pu dégénérer en l'une des plus horribles tragédies de l'aviation britannique. Peu avant 6 heures le matin du 22 août 1985, l'aéroport de Manchester s'éveille. Les premiers avions de la matinée s'envoleront sous peu. Le vol 28 de British Air Tours doit assurer la liaison entre Manchester et l'île grecque de Corfou, avec 131 passagers à son bord. British Air Tours, une division de British Airways, offre des vols à bas prix pour les destinations vacances. Lindsay Davies et son petit ami Charlie Dixon ont choisi la Grèce. All right, let's go. On était ensemble depuis 1 an. C'était notre premier voyage, tous les deux. Voilà pourquoi on était aussi excités. Le commandant Peter Terrington est responsable du vol. J'étais le commandant principal de formation de la flotte. Le copilote Brian Love est en formation avec Terrington. Il devait prendre les commandes au décollage et à l'atterrissage. Ça faisait partie de sa formation. All right, Captain? Yep. Briefing then, Brian. Airfield emergencies, you handling the aircraft. What are the 4 things you're going to stop for? Fire or failure, configuration warning, or you shouting stop. Okay. So you bring the thing to a stop, and I'll take over the aircraft and leave you to deal with the emergency. I'll liaise with ATC, okay? If you've talked about Si on vient de discuter de la marche à suivre en cas d'urgence, what you will do, then il est plus facile de se rappeler quoi faire et comment réagir si un problème survient. L'équipage pilote un Boeing 737. L'avion rejoint l'entrée de piste en 4 minutes à peine. Beatles 28, you are clear for takeoff. Le 737 dispose de 3000 mètres pour atteindre la vitesse de décollage. Les moteurs tournent à plein régime. J'étais assise près du hublot et je regardais dehors. Tout allait bien, l'avion roulait vite. 80 knots. Check. On a entendu un bruit sourd. Ça semblait venir de l'extérieur. J'ai essayé de regarder ce qui se passait dehors, mais on ne voyait rien. Le commandant Terrington doit agir vite. Stop! Instinctivement, j'ai voulu arrêter l'appareil. to stop. Il nous manquait quelques nœuds avant d'atteindre notre vitesse de décision. So J'ai tout de suite ramené la manette des gaz et j'ai tiré sur celle d'inversion de poussée. Don't hammer the brakes. Don't hammer the brakes. I thought J'ai cru qu'un pneu avait éclaté et qu'on risquait d'endommager le train d'atterrissage en freinant trop brusquement. too strongly. Probably nothing. I wouldn't worry.
Je me suis dit que c'était peut-être un pneu crevé. Je ne m'inquiétais pas trop à ce moment-là. Je me souciais plutôt des bagages à transporter et du changement d'avion qui nous attendait. Rapidement, les passagers du côté gauche de l'appareil constatent l'ampleur du problème. J'ai vu des flammes oranges s'échapper du moteur. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas un pneu crevé. Je me doutais que c'était bien plus grave que ça. Let me by. I'm not staying there. Je n'avais qu'une seule idée en tête, sortir de l'avion. J'étais paniquée. Je savais que le moteur était en feu et je voulais m'en éloigner. La fumée envahit la cabine. Please sit down. La sortie de secours la plus près se trouvait à l'arrière, mais je ne voulais pas y aller parce que la fumée provenait de là. J'ai décidé d'aller plutôt vers l'avant. J'ai dit à Charlie... Come on, we're going. Je me suis dirigée à l'avant de l'avion. Stop it. 28 Mike, we are abandoning takeoff. Looks like we've got a fire on number 1. Looks like there's a lot of fire. Thank you. Plane on fire, runway 24. De son siège, le commandant Harrington ne voit pas la gravité de l'incendie. Il demande conseil au contrôleur. Do we have to get the passengers off? I would do by the starboard side. Harrington décide de quitter la piste. Evacuate to the starboard side, please. Fire drill, engine number 1. Shutting down 2. Evacuate! Evacuate! Please stay calm! Avant de quitter le poste de pilotage, l'équipage technique doit revoir les 15 étapes d'une liste de vérification. Parking brake. Set. Speed brake lever. Down. Mais le temps presse. La liste de vérification en cas d'évacuation faisait 4 pages de long. La sortie des passagers arrivait seulement à la toute fin. Engine and APU fire warning switches. Ça ne réglait absolument pas mon problème. Le 737 comporte 4 porte-cabines, dont 2 à l'arrière qui sont obstruées par les flammes et la fumée. Voilà qu'il laisse seulement 2 sorties pour les 137 personnes à bord. Sans compter qu'un problème mécanique en élimine une autre. Arthur essayait d'ouvrir la porte du côté droit. Il essayait de toutes ses forces, mais elle était coincée. La fumée se répand à l'arrière de la cabine. Les passagers ont du mal à respirer. Ils se ruent vers l'avant. Ça m'a paru une éternité avant que l'évacuation ne commence. Je me suis dit que je ne sortirais jamais de là, que l'avion allait exploser avec tout le monde à l'intérieur. Engine and APU fire warning switches. Les 137 personnes à bord sont encore vivantes, mais leur chance de survie diminue avec chaque seconde qui passe. Le vol 28 se transforme peu à peu en tombeau. La porte coincée du côté droit ne laisse pas le choix à l'équipage. Ils doivent faire sortir les passagers du côté gauche de l'avion, ravagé par les flammes. Quand on a ouvert la porte, les pompiers étaient déjà en train d'arroser la rampe d'évacuation avec la mousse qui a recouvert le plancher de l'office. On voulait commencer à évacuer les passagers, mais il y avait un bouchon et ça n'avançait pas. L'allée était étroite au niveau de l'office et les gens se bousculaient en essayant d'avancer. J'ai vu un jeune garçon qui se faisait plaquer contre le mur. Il n'arrivait pas à sortir. J'ai tiré sur son t-shirt. Je me souviens qu'il était jaune. Et il a trébuché vers l'avant. Tout le monde l'a suivi. On les a fait glisser sur la rampe.
Cherchant désespérément à évacuer les gens plus rapidement, le commissaire de bord s'acharne de nouveau sur la porte coincée. Après plusieurs tentatives, il parvient enfin à l'ouvrir. La seule fois que je me suis retournée, c'était pour m'assurer que Charlie me suivait. See you out there. La rampe était déployée et les gens sautaient directement dessus. En glissant vers le sol, je ne me suis pas retournée. Je voulais seulement sortir de là. Des dizaines de passagers sont sains et saufs, mais plusieurs sont encore coincés à l'intérieur. Il y avait une épaisse fumée noire. Charlie m'a dit qu'une fois que j'ai été sortie, la fumée noire les a enveloppés. Tout le monde criait. C'était la panique. Il m'a dit les gens vont crever là-dedans. Standby power switch. Le commandant Peter Terrington et le copilote Brian Love sont toujours à bord de l'appareil en flammes. Ils n'ont pas encore complété toutes les étapes requises pour l'évacuation. 4 tonnes de carburant s'échappaient du réservoir d'aile. Okay, go, Brian. Go, Brian. Je voyais beaucoup de flammes. Ils se rendent compte que leur vie est en jeu. On a vérifié le plus d'éléments possible avant de sortir par la fenêtre du poste de pilotage. Il n'y a plus de passagers à la sortie. Joanna décide de vérifier si la cabine est bel et bien vide. La fumée était tellement épaisse qu'on pouvait presque la palper et y goûter. C'était affreux. Go. J'ai trouvé une fillette dans la cabine. Elle était complètement désorientée. On l'était tous, en fait. On ne savait pas ce qui se passait. Je l'ai emmenée jusqu'à la rampe et elle a glissé. Quelques minutes après avoir quitté la piste, le vol 28 de British Air Tours est dévoré par les flammes. On est sorti du poste de pilotage, qui était encore relativement intact. Et une fois au sol, on a vu une véritable épave. Ça s'est passé en quelques secondes. C'était horrible. Moins de 10 minutes après la tentative de décollage du vol 28 de British Air Tours, 54 personnes sont mortes. Une autre mourra à l'hôpital. I couldn't breathe. I was virtually out the door. I couldn't breathe then. The smoke was coming in and everybody just stood up and ran out. It was just a mad panic getting out. Because when the smoke came, you just couldn't see anything at all. Couldn't see anybody. Il faudra 125 pompiers et plus de 2 heures pour éteindre le brasier. La nouvelle de la tragédie se répand rapidement aux 4 coins du monde. La première ministre britannique Margaret Thatcher se rend sur les lieux de l'accident. When we get a terrible air crash of this kind, everyone is appalled and shocked. Every single aspect of this accident will be thoroughly investigated. It has to be. C'est la 4e catastrophe aérienne de l'année. En juin 1985, un avion d'Air India a explosé au-dessus de l'océan Atlantique, faisant 329 victimes. Quelques semaines plus tard, 137 personnes ont péri dans l'écrasement d'un avion de Delta Airlines à l'aéroport Dallas-Fort Worth. Et 10 jours seulement avant l'incendie de Manchester, est survenue la pire tragédie impliquant un seul appareil de toute l'histoire de l'aviation. Le vol 123 de Japan Airlines, un 747 plein à craquer, a percuté une montagne en tuant ses 520 occupants. Le vol 28 de British Air Tours vient ajouter 55 victimes de plus à ce bilan dévastateur. Encore aujourd'hui, 1985 demeure l'année la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation commerciale. À l'époque, l'inquiétude gagne les voyageurs.
Le service britannique d'enquête sur les accidents aériens dépêche une équipe à Manchester pour tenter de découvrir ce qui a causé la catastrophe. Parmi eux se trouve Stephen Moss, responsable de l'inspection des moteurs de l'avion. Ça n'aurait jamais dû se produire. L'avion n'a jamais décollé. Il n'a même pas quitté la piste et pourtant, 55 personnes ont péri. Chris Prothero fait lui aussi partie de l'équipe. Il se concentre sur l'incendie. Les rapports préliminaires révélaient déjà que le feu s'était propagé très rapidement pendant que l'avion freinait sa course. C'était une donnée importante pour moi. Stephen Moss ne met pas de temps à localiser la source du problème. Il décèle des dommages sur l'avion qui n'ont pas été causés par le feu. La première chose qu'on a remarqué, c'était un trou sous l'aile. Et juste à côté, il y avait un trou béant sur le côté du moteur. Il y avait certainement un lien entre les deux. Pour faire décoller un avion rempli de passagers, il faut générer une importante poussée. Cette force est produite par l'air qui traverse une série de compresseurs pour se rendre à l'avant du moteur. La combustion se produit et l'échappement propulse l'avion. De toute évidence, quelque chose a très mal tourné avec le moteur gauche du vol 28. Les enquêteurs sont à l'affût d'indices sur la piste et dans la cabine, dans l'espoir de découvrir ce qui a causé la mort de tant d'innocentes victimes. En entrant dans la cabine, j'ai senti une odeur âcre et pénétrante, commune à tous les avions incendiés. Du plastique brûlé, du carburant et le contenu calciné des compartiments à bagages étaient éparpillés sur les sièges et dans l'allée. C'était un spectacle de désolation. L'état lamentable de la cabine est révélateur. Sa partie supérieure est complètement carbonisée, tandis qu'elle est relativement intacte près du sol. C'était la preuve qu'il n'y avait pas eu d'embrasement généralisé. Un embrasement généralisé se produit dans un espace clos quand les matériaux combustibles deviennent chauds au point de s'enflammer en réduisant tout en cendres. La façon dont la cabine du vol 28 a brûlé renseigne Prothero sur la nature de l'incendie. Le revêtement des sièges et les instructions d'évacuation d'urgence, qui sont en papier plastifié, étaient intacts. Si on les avait essuyés, personne n'aurait deviné qu'ils provenaient d'un avion incendié. La chaleur avait lourdement endommagé la partie supérieure du fuselage, ce qui ne concordait pas avec un embrasement généralisé. Le feu dans la cabine était important, mais il n'aurait pas dû s'avérer aussi catastrophique. Les enquêteurs se posent deux questions. Pourquoi tant de personnes ont péri et quelle est la cause de l'incendie? La réponse à la deuxième question pourrait bien se trouver à l'extérieur de l'avion, sur la piste. Les enquêteurs découvrent un gros morceau de métal en forme de dôme sur le trajet emprunté par l'avion. Stephen Moss constate qu'il s'agit d'une pièce du moteur qu'on appelle un tube à flamme. Le tube à flamme s'était détaché de la chambre à combustion. La chambre de combustion des turboréacteurs du 737 compte 9 tubes à flamme. C'est là que s'effectue la combustion du mélange de carburant et d'air. Ces tubes doivent résister à une chaleur intense. L'enquêteur Moss soupçonne que le tube à flamme en question a explosé, en détruisant ainsi le moteur gauche de l'avion. La pièce a heurté la trappe d'accès d'un réservoir supplémentaire d'intra-douze sous l'aile, en faisant un trou assez important. Une grosse quantité de carburant s'en est échappée. Il est facile de prouver que le tube à flamme a perforé l'aile. Il s'ajuste parfaitement au trou.
Ça ne faisait aucun doute. Il était à l'origine de l'accident. Le moteur est un Pratt & Whitney JT8D. Stephen Moss est préoccupé. À l'époque, c'était probablement le moteur à réaction le plus utilisé par les transporteurs aériens commerciaux. Il fallait trouver la cause de la défaillance au plus vite pour prévenir d'autres accidents. Il y a des dizaines de milliers de tubes à flammes en circulation aux quatre coins du monde. L'un d'eux a explosé à Manchester. Stephen Moss doit trouver une explication dans une course contre la montre. En enquêtant sur l'incendie meurtrier du vol 28 de British Air Tours, les inspecteurs vérifient le carnet de maintenance de l'avion. Ils découvrent que le tube à flammes défectueux avait déjà été réparé. Il fallait examiner cette réparation de plus près. 1 an et demi avant la tragédie, une vérification périodique avait permis aux mécaniciens de déceler de petites fissures dans certains tubes à flammes de l'avion. Ce n'est pas rare de trouver des fissures de fatigue dans les tubes. Ils sont exposés à des températures très élevées. Les manuels suggèrent plusieurs méthodes pour réparer ces fissures. Les enquêteurs apprennent que les mécaniciens ont réparé les fissures selon une procédure recommandée dans le manuel de réparation du moteur. Ils les ont simplement soudées. Mais la fissure sur le 9e tube était exceptionnellement longue. Le manuel de révision ne fournissait aucune précision quant à la longueur maximale des fissures pouvant être réparées, et les mécaniciens n'en avaient jamais vu d'aussi longue. Ils l'ont tout de même soudé. Après la réparation, les tubes à flammes ont été remplacés dans le moteur. Les mécaniciens ne pouvaient pas savoir que la soudure n'avait pas bien scellé la fissure. Il est impossible d'inspecter les tubes une fois les moteurs installés dans l'avion. Après cette réparation, il y a eu 11 rapports d'accélération lente au sujet du moteur qui explosera à Manchester. Un tube à flammes endommagé pourrait fort bien être à l'origine de ce problème. Mais le guide de dépannage des mécaniciens de Manchester ne le mentionne pas dans la liste des causes possibles. Pratt & Whitney propose d'autres méthodes pour régler le problème d'accélération. Ça ne les a pas inquiétés. Ils avaient déjà constaté le même problème, sans jamais avoir eu de conséquences sérieuses. Les mécaniciens de Manchester ont donc procédé à des réglages mineurs pour réparer le régime ralenti de l'avion. L'appareil est demeuré en service. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage révèle que l'équipage du vol 28 était au courant du problème d'accélération. Slow acceleration on number 1 engine the day before yesterday. I was on the flight, yes, sir. Engineer signed off on it. Une inscription au livre de bord laisse croire au commandant Harrington que le problème a été réglé. Un commentaire sur la lenteur de l'accélération du moteur lors de l'avant-dernier vol figurait dans le livre de bord, mais ça me semblait pas grave. Les ingénieurs avaient fait leur travail et l'avion avait volé la veille sans problème. Mais la mise au point du régime ralenti n'a pas réglé le véritable problème du moteur, soit le tube à flammes fissuré. Le point de rupture a été atteint sur le vol 28. Stopping. 28 Mike, we are abandoning takeoff. Si la compagnie aérienne avait inspecté les tubes à flammes, je suis convaincu qu'ils auraient vu le problème. Les enquêteurs connaissent maintenant la cause de la tragédie de Manchester. La soudure de la fissure sur le tube à flammes numéro 9 a cédé alors que le vol 28 accélérait sur la piste de décollage. L'extrémité avant du tube a été éjectée du moteur en perçant un trou sous l'aile gauche. Une importante fuite de carburant s'est déversée sur le moteur endommagé, ce qui a allumé l'incendie. Les incendies moteurs ne sont pas rares. Le fuselage d'un 737 est isolé avec un produit ignifuge qui protège la cabine.
Les enquêteurs ne comprennent toujours pas comment les flammes à l'extérieur ont pu se propager aussi rapidement à l'intérieur de l'appareil. L'inspecteur Chris Prothero découvre une partie de la réponse en examinant les photographies de l'avion qui s'élance sur la piste. Les photos montraient clairement que le feu était entré dans une phase très dynamique au moment où l'avion gagnait de la vitesse sur la piste. C'est ce qui a causé ces flammes spectaculaires, un peu comme une gigantesque torche qui suivait l'appareil. Une photo de presse prise le jour de l'accident permet à Chris Prothero d'avancer une nouvelle hypothèse. Les photos de l'avion qui ont paru dans le journal montraient que les inverseurs de poussée du côté gauche étaient déployés. En regardant cette photo, on a l'impression que les inverseurs de poussée ont effectivement enflammé le fuselage. Voilà qui pouvait expliquer la vitesse de propagation du feu à l'intérieur de l'appareil. Cette photo a eu d'importantes répercussions. Il y a plusieurs façons d'immobiliser un avion commercial en phase d'accélération. D'abord avec les freins. Une autre méthode consiste à se servir des inverseurs de poussée. Il s'agit de dévier l'échappement du turboréacteur vers l'avant afin de ralentir la course de l'avion. Les inverseurs de poussée semblaient avoir fait jaillir des flammes directement sur le côté gauche de l'avion, directement sur la partie arrière du fuselage. Voilà qui expliquerait pourquoi l'incendie a ravagé la cabine aussi rapidement. Le commandant Harrington aurait-il aggravé la situation en voulant immobiliser son avion? Les inverseurs de poussée du moteur du vol 28 ont-ils vraiment agi comme une torche? L'inspecteur de l'AAIB, Chris Prothero, a deux bonnes raisons d'en douter. D'abord, le jet du réacteur se dirige toujours vers la partie supérieure du fuselage, près du sommet de l'avion. Mais dans ce cas-ci, l'ouverture se trouvait plutôt sur la partie inférieure du fuselage. Et ce n'est pas tout. Au moment où les pilotes ont déployé les inverseurs de poussée, le moteur gauche avait déjà explosé. S'il avait agi comme une torche, le moteur aurait nécessité un échappement considérable. On a fait des calculs pour confirmer que la poussée résiduelle du moteur n'était pas suffisante pour avoir eu un tel effet. C'est ce qui a démontré que les inverseurs de poussée n'étaient pas responsables de la violence de l'incendie. De toute évidence, ce ne sont pas les inverseurs de poussée qui ont causé la propagation foudroyante des flammes. Chris Prothero examine attentivement les données dont il dispose. Après avoir consulté les bulletins météo du jour de l'accident, il trouve une explication plausible. Le vent était le principal facteur responsable de la violence de l'incendie, autant à l'extérieur de l'appareil qu'à l'intérieur. Il a également eu une incidence sur les conditions qui prévalaient dans la cabine. Croyant qu'un pneu avait éclaté, le commandant Harrington a pris une décision fatidique. Stop it. 28 Mike, we are abandoning takeoff. Dès qu'on a entendu le bruit sourd, on a ramené la manette des gaz. Je me suis dit qu'il valait mieux quitter la piste et demander au contrôleur d'envoyer un ingénieur pour vérifier les pneus. Tout comme les autoroutes, les pistes d'aéroport disposent d'une série de sorties. Le commandant Harrington a choisi celle appelée Link Delta. Quand l'alarme d'incendie s'est déclenchée, mon cerveau était déjà programmé pour l'arrêt de l'appareil. L'équipage savait qu'il y avait un feu, mais il n'en connaissait pas encore la gravité. L'avion a donc quitté la piste. Le commandant Harrington a effectué un virage à droite avant d'immobiliser l'appareil. Il ne pouvait pas savoir que ce geste allait aggraver la situation. Un léger vent latéral soufflait du côté gauche de l'avion, en entraînant avec lui les flammes du carburant qui brûlaient sous l'aile gauche.
Le feu a donc enveloppé tout le fuselage de la partie arrière de l'avion, entre l'aile et la queue. En raison du vent, les flammes ont embrasé la partie arrière de l'avion et envahi la cabine. Selon moi, les conséquences auraient été beaucoup moins tragiques s'il n'y avait pas eu de vent. Les enquêteurs ont enfin découvert la cause de l'incendie et la raison de sa propagation aussi foudroyante dans la cabine. L'enquêteur Ed Trimble doit maintenant éclaircir le plus grand mystère qui entoure l'accident de Manchester. Un avion a interrompu son décollage, avec raison. Et il est sorti de la piste pour s'immobiliser sur une voie de circulation avec diligence. Malgré tout, 55 personnes ont perdu la vie. On ne comprenait toujours pas pourquoi. Les enquêteurs apprennent que, contre toute attente, la plupart des cadavres ne se trouvaient pas dans la partie la plus brûlée de l'avion. Les autopsies révéleront la véritable cause du décès des passagers du vol 28. Seulement 6 des 54 victimes retrouvées dans la cabine ont subi de graves brûlures. Les autres sont décédés des suites de l'inhalation de fumée. La fumée dans la cabine était particulièrement meurtrière. Les survivants racontent aux enquêteurs qu'elle était insoutenable. La fumée était très noire et on pouvait pratiquement y toucher. C'était très étrange. Ils nous ont dit que la sensation était terrible. Après une seule inspiration de cette fumée, ils se sentaient déjà très mal. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas survivre à une ou deux autres bouffées. À l'époque de l'accident de Manchester, les effets d'un incendie à bord d'un avion étaient connus et documentés, contrairement à ceux de la fumée. Afin de comprendre pourquoi cette fumée était aussi toxique, Ed Trimble décide de simuler un feu identique à celui du vol 28. On voulait produire non seulement les mêmes gaz, mais un niveau de menace aussi élevé. La fumée qui a envahi l'avion provenait des différents matériaux qui brûlaient dans la cabine, comme la mousse des sièges, la laine des tapis et le plastique des compartiments à bagages qui dégageaient tous des vapeurs toxiques. Ces conditions ont été recréées en faisant brûler les mêmes matières. Ed Trimble découvre que les passagers du vol 28 ont inhalé une fumée qui contenait un cocktail meurtrier de gaz toxiques, avec une concentration élevée de monoxyde de carbone et d'acide cyanhydrique. L'enquêteur doit maintenant découvrir comment protéger les passagers aériens de ces dangereuses émanations. C'est évident à mes yeux que la seule façon d'augmenter les chances de survie des passagers en cas d'incendie consiste à empêcher ces gaz de combustion de pénétrer dans leur appareil respiratoire. Pendant 5 semaines, les enquêteurs mènent des dizaines d'expériences avec différents filtres. Après avoir brûlé près d'1 quart de tonne de matériel pour recréer les conditions de la cabine en fumée, leur conclusion est troublante. Il aurait été possible de sauver davantage de vies. Je suis profondément convaincu que les chances de survie des passagers sont considérablement plus grandes s'ils portent des cagoules anti-fumée quand la cabine est envahie de gaz de combustion. Le vol 28 de British Air Tours disposait de cagoules anti-fumée pour les membres de l'équipage. Elles n'ont pas servi. L'expérience d'Ed Trimble montre que l'usage de telles cagoules aurait pu sauver la vie des passagers. Il y avait 2 types de cagoules disponibles, avec filtre et avec masque à oxygène, qui offrent une excellente protection aux passagers en cas d'incendie.
Plusieurs victimes du vol 28 auraient survécu si elles avaient pu respirer quelques minutes de plus. Ça s'est passé extrêmement vite. Quelques minutes à peine après l'arrêt de l'avion, tout était fini. L'évacuation complète d'un Boeing 737 est censée se faire en moins de 2 minutes. En théorie, davantage de passagers du vol 28 auraient dû réussir à sortir de l'avion. Afin de découvrir pourquoi tant de victimes sont restées prisonnières de la cabine, les enquêteurs font appel à une discipline inhabituelle. Conformément à la loi, un constructeur doit prouver que son avion peut être évacué rapidement en toute sécurité. Quand la compagnie Boeing a lancé son 737 en Grande-Bretagne, elle a démontré que 137 personnes pouvaient quitter l'appareil en 75 secondes. Tous les avions de passagers sont soumis au même règlement. L'ensemble des occupants doit pouvoir évacuer l'appareil en moins de 90 secondes, en empruntant la moitié des sorties, d'un côté ou de l'autre. Pourtant, 90 secondes après l'immobilisation du vol 28, la plupart des passagers étaient encore à bord du Boeing. À Manchester, l'évacuation ne s'est pas exécutée en 90 secondes parce que les conditions d'évacuation d'un avion en feu sont bien différentes de celles accordant la certification. Lorsqu'on pratique une évacuation en vue d'obtenir une certification, les conditions sont idéales, sans fumée qui réduit la vision et sans passagers blessés. La cabine du vol 28 s'est remplie d'une épaisse fumée noire en quelques minutes. Dès que la fumée a envahi l'arrière de la cabine et a poursuivi sa course vers l'avant, la panique s'est emparée des passagers qui en ressentaient déjà les effets dévastateurs. Ils nous ont raconté qu'une seule bouffée de cette fumée suffisait à donner l'impression que leurs poumons se durcissaient comme de la roche. On peut comprendre qu'ils souhaitaient y échapper le plus vite possible. C'est ce qu'ils ont fait en grimpant par-dessus les sièges et les autres passagers. En moins de 5 minutes, un accident censé être survivable s'est transformé en tragédie meurtrière. Afin d'éviter la répétition d'une telle catastrophe, on s'intéresse à l'aspect du comportement humain. Helen Muir est psychologue et experte de la question de la configuration des avions ayant un impact sur les chances de survie. On lui confie le mandat d'étudier le comportement des passagers du vol 28 dans l'espoir d'expliquer le nombre aussi élevé de victimes. Il fallait apprendre comment configurer l'intérieur de la cabine de façon à faciliter l'évacuation malgré un comportement que je qualifierais de dysfonctionnel généralisé. Il ne faut pas négliger l'urgence que ressentent les passagers à sortir de l'avion. Helen Muir reconstitue la cabine du vol 28 qu'elle remplit ensuite de volontaires. Afin qu'ils se comportent vraiment comme si l'avion était en feu, elle offre de l'argent à ceux qui sortiront les premiers. La scène était surréaliste. Les gens passaient par-dessus les sièges et se bousculaient sans retenue. Quand les survivants de l'accident de Manchester ont vu les images, ils ont confirmé que ça s'était bel et bien passé comme ça. L'évacuation du vol 28 a été ralentie quand les passagers se sont retrouvés coincés au niveau du passage de cloison qui sépare l'office de la cabine. Les enquêteurs constatent que la configuration du Boeing 737 est responsable de cette congestion. Le passage de cloison ne fait que 56 cm de large, ce qui ne laisse passer qu'une seule personne à la fois. Ils voulaient savoir quelle était la largeur minimale nécessaire pour éviter que les gens ne se retrouvent coincés. On a tenté de recréer le plus fidèlement possible les circonstances de l'accident de Manchester, pour ensuite varier la configuration de la cabine en analysant quels changements amélioreraient la situation.
L'expérience de la psychologue montre que l'étroitesse du passage de cloison créait un bouchon que les agents de bord devaient constamment dégager. Élargir le passage à 76 cm permettrait d'accélérer le déplacement des passagers. Après avoir répété l'expérience à plusieurs reprises, on a conclu que l'élargissement de l'ouverture de 56 à 76 cm se traduisait par une évacuation beaucoup plus rapide, tout en réduisant les risques de trébucher et de tomber. Grâce au travail d'Ellen Muir, la recommandation d'élargir l'ouverture entre les cloisons à 76 cm a été émise, tout comme celle d'installer des réglettes d'éclairage pour guider les passagers vers la sortie quand la fumée est aveuglante. La psychologue a également trouvé un moyen de renforcer la sécurité sans redessiner la cabine. Please sit down. En menant une étude sur le comportement du personnel de cabine en situation d'urgence, elle a constaté que les passagers sortaient beaucoup plus rapidement de l'avion quand le personnel se montrait très autoritaire. On veut éviter que les passagers prennent leurs propres décisions. Au contraire, on veut qu'ils suivent les directives du personnel à la lettre, sans la moindre hésitation, particulièrement devant la sortie. Les conclusions d'Ellen Muir incitent les fabricants à revoir la configuration des cabines pour les rendre plus sécuritaires. Mais l'usage d'un dispositif de sécurité demeure controversé, les cagoules anti-fumée. Ed Trimble est fermement convaincu qu'elles devraient être obligatoires sur tous les vols commerciaux. Sans l'ombre d'un doute. Ellen Muir est sceptique. Après avoir étudié l'effet des cagoules anti-fumée sur le comportement des passagers, elle craint qu'elles ne ralentissent le processus d'évacuation. On ne dispose que d'une minute et demie ou deux pour faire sortir tous les occupants. Il ne faut surtout pas ralentir leur évacuation en leur faisant revêtir un équipement compliqué. Chaque seconde compte. Voilà la leçon la plus importante qui se dégage de la catastrophe du vol 28 de British Air Tours. Tous les experts s'accordent pour dire que 90 secondes après le premier signe d'incendie, les chances de survie à l'intérieur d'un avion sont nulles. Les passagers du vol 28 ont perdu un temps précieux en raison de l'obstruction de la porte droite de l'appareil. Les enquêteurs ont découvert que le mécanisme de la rampe s'était déployé trop rapidement, en empêchant la porte de s'ouvrir. Un défaut de fabrication était à l'origine du problème. Si la porte s'ouvrait trop rapidement, le couvercle du système de rampe se coinçait. Après l'accident de Manchester, Boeing a immédiatement revu ce mécanisme pour éviter que ça ne se reproduise. Mais les recommandations du service britannique d'enquête sur les accidents aériens n'ont pas été appliquées assez rapidement pour sauver d'autres vies 6 ans plus tard. En 1991, un Boeing 737 a heurté un autre avion sur une piste de l'aéroport de Los Angeles avant de prendre feu. Plusieurs des 22 victimes sont mortes asphyxiées sans atteindre la sortie. Par contre, en 2005, l'écrasement d'un avion d'Air France à Toronto montre combien les choses ont changé. Les 309 occupants ont quitté l'appareil en 90 secondes. L'accident n'a fait aucune victime. Les compagnies aériennes ont procédé à des changements majeurs grâce à un avion qui n'a jamais quitté la piste. C'est la seule façon pour moi d'accepter la mort de 55 de mes passagers, en me disant que les avions sont désormais plus sécuritaires. On voudrait tous que ça ne soit jamais arrivé, bien sûr. Malgré ce que cet accident nous a appris et les vies qu'il a permis de sauver par la suite, on donnerait n'importe quoi pour que ça ne soit jamais arrivé.